Donc moi je vais essayer de passer derrière tout le monde et faire une petite synthèse, mais il y a beaucoup de questions que je me posais quand j'ai commencé mes travaux. Burn Institute. Quand j'ai commencé les travaux il y a maintenant quelques années, vous avez répondu au fur et à mesure dans la journée. Donc pour ceux qui ont fini la grippe, moi je suis en pleine dedans, donc si j'ai mis des petites animations si vous ne comprenez pas ce que j'essaye de dire. Donc en fait, donc, sur le problème CED et problème respiratoire, donc comme M. Amonet l'a dit, je l'ai rencontré il y a 10 ans et il m'a demandé donc de travailler avec lui, de prendre en charge des patients à Mondor, ici. Donc tous les lundis pendant 2 ans, on suivait des patients et on voyait des problèmes respiratoires. Donc mon parcours fait que on a essayé de travailler sur le syndrome de l'air dans l'os et sur le handicap respiratoire, parce que je travaillais avec le docteur Forrest Morton Bird, qui est l'inventeur des CPAP, qui est l'inventeur des ventilateurs, qui est l'inventeur des mélangeurs, qui est l'inventeur en fait de pas mal d'appareils. Donc monsieur Amonet m'a fait un peu criser et m'a dit il faut que tu fasses une hypothèse de travail et puis il faut que tu trouves une solution. Donc comme tout le monde, je me suis dit est-ce que c'est de la fatigue, est-ce que c'est des problèmes de psy, hein, puisqu'il y a des errances, il y a tout. Est-ce que ce sont des gens stressés? Est-ce qu'il y a des reflux gastro-œsophagiens? Est-ce qu'il y a des syndromes d'apnée du sommeil, de l'asthme? Bon, il fallait réfléchir. Donc sur les premiers en fait, résultats qu'on a eus sur 378 patients, on voit bien en fait à partir de mes documents de recherche étaient en DITEST. Pour la partie pneumo, je travaillais avec le Saint-Georges, l'échelle de Sadoul. Donc, M. Amonet parlait du CPLF ou des congrès de pneumologie de langue française. Ce sont donc effectivement des datas qui sont validées internationalement et donc qui sont des scores pour soit l'asthme, soit la BPCO, soit sur ce type de patient. Donc, on a repris tout ça et là, on voit effectivement que la plupart sont effectivement bien fatigués, qu'il y a des problèmes de céphalée et de migraine et de façon importante. Il y a des reflux gastro-œsophagiens, mais pas tant que ça. Et il y a aussi des fausses routes. Alors, il faut savoir que pour le problème des fausses routes, ils n'ont pas été visualisés. C'est quelque chose qui a été fait subjectivement, puisque c'est un questionnaire en demandant aux gens est-ce que vous faites des fausses routes. Donc, on a travaillé sur plusieurs fausses routes. La fausse route court, la fausse route liquide, la fausse route solide. Et surtout, on s'aperçoit que comme les scléroses en plaques et les SLA, beaucoup de gens font des fausses routes sans s'en apercevoir. Et quand on fait une radio pulmonaire et qu'on a un poumon blanc, c'est qu'on a déjà perdu. Ça, c'est facile à faire le diagnostic. Ce qui est moins évident à faire comme diagnostic, ce sont les fausses routes silencieuses. Et quand on travaille avec les logopèdes ou les orthophonistes et autres, on s'aperçoit comme dans la sclérose en plaques, comme dans la SLA, 10% du bol alimentaire passe dans le poumon à l'insu du patient. Donc ils ne savent pas qu'en fait ils font des fausses routes. Ils arrivent avec des bronchites, ils arrivent avec des cochonneries qui se développent, ils ne savent pas pourquoi. Donc on a continué à travailler là-dessus. S'il te plaît. Donc on a trouvé aussi des troubles du rythme cardiaque, pas énormes, des problèmes d'hypotension et des problèmes de circulation de retour. Alors les problèmes de circulation de retour, vous allez me dire qu'est-ce que ça fait au milieu de tes problèmes respiratoires? C'est que rappelez-vous que dans le poumon, il y a 3 circulations. On pense toujours à la circulation de l'air, c'est facile, la circulation sanguine, mais n'oubliez pas la lymphe. Et la circulation lymphatique, elle est très importante. C'est là-dedans que tiennent les alvéoles. C'est là-dedans que se font tous les échanges. Donc si j'ai un mauvais retour, circulation de retour, c'est donc j'ai une mauvaise circulation lymphatique. Et donc par conséquent, au niveau du poumon, j'ai aussi une mauvaise circulation lymphatique. Donc on a bien trouvé des dyspnées, beaucoup d'essoufflements et pas mal de bronchites. Les dyspnées, j'ai mis un S, c'est pas une faute. C'est parce que en fait, on dit dyspnée, mais ce qui était intéressant de savoir, c'était quand on faisait des EFR et des recherches, c'était de savoir si c'était une dyspnée inspiratoire ou expiratoire. Ce sont 2 dyspnées totalement différentes et ce sont surtout 2 dyspnées qui vont nous emmener dans 2 pathologies différentes. Donc ça, c'était important à savoir. S'il te plaît. Donc,
la fatigue, bah oui, ils sont tous fatigués, ça c'est sûr. Ça peut expliquer que quand tu es fatigué, tu peux respirer mal. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand on est, ça paraît évident, je crois qu'il y a après une présentation sur la gynéco et les accouchements, mais la première chose qui arrive quand on arrive sur ce petit monde, c'est quel est l'Apgar. Ah, il est à 10, il a respiré, vous avez crié, super. Pourquoi? Parce que votre cerveau s'est mis en route et vous respirez sans réfléchir. Quand vous avez un problème respiratoire, quand vous avez des pathologies respiratoires, alors là, vous commencez à réfléchir qu'il faut respirer. Et donc, du coup, ça vous demande encore plus d'énergie. Et quand vous êtes fatigué et qu'il faut mobiliser l'énergie pour respirer, ça devient un peu plus compliqué. D'où les patients qui se mettent, d'où les patients qui se mettent en apnée pour se reposer, en fait, parce que c'est fatigant. Après, bah oui, ils peuvent être psy, c'est des problèmes comme ça, on n'a rien trouvé. Donc, l'angoisse peut expliquer aussi des problèmes respiratoires, qui fait que quand on est stressé, on ne respire pas forcément bien. Les reflux gastro-œsophagiens, il y en a, mais ça, c'est des positions qu'on peut mettre pour se coucher en position semi-assise. Ça brûle, parce qu'effectivement, ça, c'est des conseils hygiéno-diététiques pour pas que ça aille brûler le poumon. Mais voilà. Les syndromes d'apnée du sommeil, eh ben, là, il y a une réponse qui est arrivée. Vas-y. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire les travaux, on avait trouvé des articles en faisant des études comparatives entre Marfan et l'air dans l'os. Et en fait, on s'apercevait que dans les Marfans, il y avait bien un syndrome d'apnée du sommeil, qu'il n'y a pas, en fait, dans le syndrome des l'air dans l'os. Mais bon, ce sont des vieux travaux et autres. Après, il y avait cette fameuse asthme. Mais est-ce que c'est de l'asthme quand on fait des EFR, des épreuves de provocation et que les gens ne répondent pas? Et tous les gens qui font de l'asthme savent que l'asthme, c'est sur l'expi, alors que là, tous les patients vous disent que c'est à l'inspi que ça ne marche pas. Donc, effectivement, vous trouvez plein de publications où on vous dit qu'en fait, il y a des problèmes sur l'asthme, qu'il y a aussi de la toux. Vous voyez, ce sont quand même des documents qui ne sont pas d'hier. Ensuite, vous avez au niveau de certaines publications, on s'aperçoit que ce sont en fait bien des syndromes obstructifs en pneumologie et non pas, comme on pourrait penser, restrictifs parce qu'il y a des problèmes de cage thoracique. Mais c'est surtout... j'ai bientôt essoufflé moi aussi. Et donc, en fait, surtout, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans ces syndromes obstructifs, une chose qui est importante, c'est qu'ils ont une dilatation de l'arbre respiratoire. Hein. C'est dans beaucoup de publications, c'est marqué. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il manque d'air, mais on ne va pas leur mettre plus de pression puisqu'ils ont déjà les poumons dilatés. Mais ils ont les poumons dilatés, mais alors c'est peut-être de l'emphysème. Quand on fait des biopsies, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout de l'emphysème. S'il te plaît. Et donc, en fait, on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose de systématique qui est reconnu avec des problèmes du tissu conjonctif, avec des histoires familiales qui peuvent aller jusqu'au décès et qui nécessitent de la prise de corticoïdes et autres. Donc, ce n'est pas que des problèmes psy. Donc, dans une étude qui a été présentée donc sur 20 patients, en fait, vous voyez ces 20 patients dans le carré rouge, ce ne sont que des pathologies respiratoires, mais avec du style des petites choses sympas, pneumonie, c'est pas une petite grippe, pneumonie, enfin des choses chroniques. Et en fait, cette équipe-là, en Angleterre, s'est aperçue que s'ils faisaient des radios, il y a des signes à la radio, mais pas des signes qu'on pourrait chercher au niveau pulmonaire, comme quand on va chercher un poumon blanc, une atélectasie ou des choses comme ça, mais des signes sur la cage thoracique qui pourraient donner l'idée qu'il va falloir réfléchir que le patient risque d'avoir un problème. Donc, l'hypothèse, elle était complètement fausse, donc il a fallu recommencer. Donc, oui, j'ai fini, monsieur. J'y vais, monsieur. Voilà. Donc, on a continué à travailler. J'ai plus que 4 dias, vas-y. On a continué à travailler. Donc, on avait bien ces encombrements, on avait bien de la toux, on avait bien des crachats et on avait bien tout ce qui est essoufflement. Donc, on reprend la courbe sur ça. Ce sont sur les 40 patients que j'ai étudiés pour faire mon mémoire pour monsieur Amonet. Vas-y. Donc, on a regardé aussi, parce qu'il ne fallait pas être stupide, penser s'il n'y avait pas des problèmes d'allergie.
On a regardé s'il y avait des problèmes d'apnée et surtout des problèmes de ronflement. C'était les conjoints qui nous disaient ça ronfle. Donc si ça ronfle, on repartait dans l'apnée, mais quand on faisait les analyses, on n'était pas bon. Vas-y. Donc, ce qui était surtout très important, c'était de s'apercevoir du nombre de crises dont les patients parlaient. Et vous voyez qu'en fait, par an, il y en a quand même une quantité de plus de 3 crises. Ce n'est pas un petit épisode de 5 minutes. Et que la durée des crises peut aller jusqu'à 1 semaine et nécessiter des hospitalisations. On va vite. Donc, pour savoir, il faut comprendre, et on va continuer. Il faut se rappeler juste que l'arbre bronchique, en fait, on ne ventile pas dans les grosses bronches, on ne ventile pas sur la trachée, mais on ventile dans les acinis alvéolaires, c'est-à-dire ce qu'il y a tout en bas. Tout en bas, ce tissu, en fait, l'arbre bronchique, ce n'est que du collagène. Vas-y. Que ensuite, le muscle principal de la ventilation, c'est le diaphragme. Le diaphragme, là, vous voyez, on dit muscle. Depuis tout à l'heure, on parle de muscle. Mais le muscle, il fait 1 cm de chaque côté. Vous voyez qu'au milieu du diaphragme, en fait, vous avez un énorme tendon qui est plein de collagène. Par où passe également l'ésophage, d'où les hernies hiatales, le reflux, et ainsi de suite. Vas-y. Et surtout, que tous les muscles respiratoires sont constitués de collagène et dans la fibrine. Vas-y. Donc, en fait, en plus, ils ont une fragilité. Donc, on a dit, vous en avez connu que 3, mais il y a des possibilités d'avoir des pneumothorax spontanés qui peuvent être récidivants. Donc, il faut traiter d'une façon particulière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris ces patients, on ne leur a pas mis de PPC puisque ce n'était pas des apnées du sommeil. Les relaxateurs de pression, ça nous posait un problème parce qu'avec les Bird et autres classiques, hein, Mark 7 ou Alpha 200, le problème, c'était la fatigabilité du patient. Il fallait qu'il trigue, il fallait qu'il collabore. Ensuite, on mettait une pression alors qu'ils avaient déjà le poumon distendu et on avait un risque de pneumothorax. Donc, c'était compliqué. Il y a un article qui est paru il y a très longtemps sur percussionnaire, donc la pulsative flow ventilation, sur ostéogenèse imparfaite et ventilation, donc à percussion intrapulmonaire. Donc en fait, le concept est de positionner cette ventilation, c'est-à-dire au lieu de mettre un gros volume en une seule fois, on va mettre le même volume mais en petites fois. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme une seringue, au lieu de pousser une seringue de 20 cc, je vais mettre des petites doses en continu. Et donc c'est un débit pulsé constant qui va jusqu'au fond du poumon du patient, qui est dans un circuit ouvert, donc je n'ai pas de risque ni de barreau, ni de volotraumatisme, je ne peux pas péter d'alvéole. Comme j'ai une percussion qui bouge tout ça tout le temps, comme M. Barcy disait ce matin, donc je fais une pompe, mais je fais une pompe sur mon tissu interstitiel, donc je draine ma lymphe, je draine ma circulation sanguine, donc je fais remonter mon problème de circulation, je fais remonter le sang, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, au bout d'un mois, les patients qui ont été équipés, on voit nettement que le nombre de crises a diminué, s'il te plaît, et la durée aussi. Je vous remercie.